Kinshasa, 16 janvier 2001. Dans le palais des marbres, un homme tombe criblé de balles, abattu par l'un de ses propres gardes du corps. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Laurent Désiré Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Aussitôt, les portes se referment. Son corps est évacué en secret. Officiellement, Kabila est en route pour des soins à Harare. Officieusement, il est déjà mort. Ce jour-là, la République démocratique du Congo bascule. Un meurtre à huis clos, un complot étouffé, une succession orchestrée dans l'ombre. En 11 jours à peine, un jeune homme de 29 ans, inconnu du grand public, puis loquace, à l'allure presque effacée, devient chef de l'État, Joseph Kabila. Mais qui est vraiment-il? Fils biologique ou imposteur? Patriote ou pion régional? Président ou marionnette? Depuis ce jour, les théories les plus sombres s'entrelacent aux noms dits les plus dangereux. L'homme arrivé au pouvoir dans le sang s'est ensuite tué pendant 18 ans. 18 années de pouvoir opaque, de silence maîtrisé, d'accords secrets et de zones d'ombre jamais éclaircies. Et si la vérité sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila n'avait jamais été dite? Et si Joseph Kabila n'était pas seulement son héritier, mais aussi une clé ou un verrou dans cette machination? Cette vidéo est une plongée dans l'une des pages les plus troubles de l'histoire congolaise contemporaine. Une enquête sur l'ascension fulgurante d'un homme sans passé public, formé loin du Congo, dans l'armée rwandaise, puis dans les écoles militaires chinoises. Une traversée des années de guerre, de trahison, d'influence étrangère, d'opacité diplomatique et de manipulation interne. Car pour comprendre Joseph Kabila, il faut remonter loin, jusqu'au maquis de Fizi, jusqu'aux collines du Rwanda, jusqu'aux réunions nocturnes de l'AFDL, jusqu'à la balle tirée à bout portant sur Laurent Désiré Kabila. Vous croyez connaître l'histoire? Vous n'en connaissez que la version officielle. Voici celle que le pouvoir n'a jamais voulu raconter. Officiellement, Joseph Kabila Kabange aurait vu le jour aux côtés de sa sœur jumelle, Jeannette, aux alentours du 4 juin 1971. Le lieu est Wabura 2, un hameau reculé et escarpé dans les territoires de Fizi, perché sur les pentes abruptes du mont Makanga, à la frontière tenue entre le sud Kivu et l'ancien Katanga. Cette région, difficile d'accès, n'est pas un choix anodin. C'est là, dans les replis de la montagne entre Kibili et Kilembwe, que Laurent Kabila avait établi le quartier général de sa guérilla marxiste-léniniste. Une cache idéale pour fuir les services de renseignement du régime Mobutu, mais aussi peut-être pour dissimuler certaines vérités. La mère présumée de Joseph, Sifa Mehenya, est souvent décrite comme une femme discrète, originaire de la province de Maniema, au cœur du Congo profond. Pourtant, c'est un témoignage relayé sous cap, mais aussi martelé par les détracteurs du clan Kabila, remettent en question son identité. Des rumeurs persistantes, jamais formellement prouvées, mais jamais totalement démenties, avancent qu'elle serait d'origine Tutsi, venue du Rwanda. Une telle hypothèse dans un pays meurtri par les ingérences étrangères et l'omniprésence des forces rwandaises dans les conflits du Congo ne pouvait que déclencher des passions. Étienne Tshisekedi, le légendaire opposant au régime Kabila, n'avait pas mâché ses mots. Il avait frontalement accusé Joseph Kabila de ne pas être le fils légitime de Laurent Kabila. Pire, il le disait étranger. Dans les années 1970, alors que le rêve révolutionnaire de Laurent Kabila semble s'éteindre face à l'impitoyable appareil de répression de Mobutu, l'homme prend la fuite. Il disparaît dans les limbes de l'exil, trouvant refuge entre l'Ouganda et la Tanzanie. Sa famille le suit dans l'ombre. Peu de photos, aucun témoignage fiable. Les années de Joseph Kabila en Tanzanie restent une énigme soigneusement verrouillée. Ce que l'on sait, de bribes arrachées à ceux qui l'ont côtoyé, c'est l'image d'un jeune homme silencieux, mais intense, intelligent. Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie, dans des écoles basées sur le système scolaire britannique, où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Dans les écoles tanzaniennes, régies par un strict système scolaire d'inspiration britannique,
l'enfant du maquis révolutionnaire, découvre très tôt la langue de Shakespeare. L'anglais devient sa langue d'apprentissage, de discipline de réflexion. Il y excelle, absorbant à la fois la rigueur académique, britannique et les valeurs panafricaines que prône le Tanzanien Julius Nyerere, lui-même apôtre d'un socialisme africain enraciné dans la culture swahili. Mais plus que l'anglais, c'est le swahili, cette langue fluide, vivante au carrefour de l'histoire bantoue, arabe et coloniale, qui sculpte profondément son identité. Le swahili n'est pas un simple outil de communication, c'est une culture, une mémoire orale, une manière de penser le monde. En Afrique de l'Est, cette langue véhicule une dignité héritée des luttes d'indépendance, des échanges transsahariens et des résistances anticoloniales. Joseph Kabila grandit dans ce bain linguistique. Il pense à Swahili, il rêve en Swahili, il se construit à travers lui. Or, c'est justement cette immersion qui accentuera plus tard la fracture entre lui et la capitale congolaise, Kinshasa, mégapole puissante et nerveuse par le Lingala. Cette langue née sur les rives du fleuve Congo, langue de la sape, du dombolo, de l'armée et des rues, lui est étrangère. Avant même d'atteindre l'âge adulte, Joseph Kabila est envoyé dans un autre projet de formation, l'armée rwandaise. Pendant 3 longues années, il s'y endurcit. Loin des bancs d'école, il apprend la discipline militaire, la stratégie, la loyauté absolue. Mais ce choix n'est pas anodin. En 1993, le Rwanda est en guerre civile. C'est dans ce contexte que Joseph Kabila se forme. Quel réseau a-t-il côtoyé là-bas? Quelle influence a-t-il absorbé dans l'armée d'un pays alors en plein bouleversement ethnique et politique? Jusqu'à aujourd'hui, peu de détails filtrent. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1996, alors qu'il s'apprête à entamer des études universitaires en Ouganda, son destin bascule. Son père Laurent Désiré Kabila le rappelle. Le temps de l'exil est terminé. Le vieux guerrier prépare une guerre éclair avec l'appui militaire du Rwanda et de l'Ouganda pour faire tomber Mobutu Sese Seko. Il vit à ses côtés des hommes de confiance et parmi eux son fils. Joseph, jeune homme d'à peine 25 ans, quitte aussitôt les bancs de l'université pour revêtir l'uniforme d'un nouveau combat. Cette plongée brutale dans la guerre sans transition, sans médiation, avec le Congo réel, crée une fossé durable entre Joseph Kabila et la population qu'il finira par diriger. Il n'a pas connu les bancs de l'école congolaise, il n'a pas traversé les désillusions des années Mobutu, il n'a pas grandi avec le Lingala dans les rues de Matongé. Il est le produit d'une autre géographie, d'une autre mémoire. Mais c'est peut-être aussi ce qui a fait sa force. Il n'était pas prisonnier du système zaïrois. Il portait une autre vision, une autre manière d'être congolais. Celle des peuples de l'Est, celle du monde swahili, celle des Congos qui regardent ailleurs, loin de ce qui se rapporte au pays. Dans la période de 1996 à 1997, connue comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, la FDL, le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu Sese Seko. Durant cette guerre, Joseph Kabila a travaillé aux côtés d'une personnalité rwandaise de premier plan, James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire en chef du mouvement rebelle FDL de Laurent Kabila. James Kabarebe souhaitait que le jeune Joseph Kabila, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de la FDL sur le sol congolais. Derrière la FDL de Laurent Kabila se trouvaient les troupes de la puissance de feu et le conseil diplomatique du Front patriotique rwandais, le mouvement de résistance nationale ougandais, mais aussi le Front populaire de libération de l'Érythrée, ainsi que les gouvernements burundais et tanzaniens. Les membres de cette coalition des mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Le Rwanda de Paul Kagame, tout juste sorti du génocide de 1994, veut sécuriser ses frontières et neutraliser les milices Hutus Interamoué, réfugiés à l'est du Zaïre. L'Ouganda de Yoweri Museveni, allié stratégique du Rwanda, vise à étendre son influence vers l'ouest et affaiblir l'emprise de Mobutu, qui a longtemps abrité ses opposants. Après des mois d'une guerre éclair, alimentée par la puissance de feu rwandaise et ougandaise, Mobutu fuit le pays. Le 17 mai 1997, Laurent Kabila entre triomphalement à Kinshasa. Il déclare depuis Lumumbashi
le fief minier du Katanga, qu'il assume désormais la présidence de la République. Pour de nombreux Congolais, c'est la fin d'un cauchemar de 32 ans. Mais très vite, l'euphorie cède la place au doute. Car derrière la victoire de l'AFDL, une question dérange. Pour qui Laurent Désiré Kabila travaille-t-il vraiment? Les soldats dans les rues sont rwandais. Les ordres sont donnés en Kinyarwanda. Le renseignement militaire est contrôlé par Kigali. L'armée nationale congolaise devient une extension des forces régionales. La présence rwandaise devient rapidement oppressante. Les populations de l'Est du pays dénoncent exactions, pillages, humiliations. À Kinshasa, le ressentiment gronde. La rue murmure, Kabila est-il un président ou une marionnette? Sous la pression populaire, Laurent Désiré Kabila finit par changer de ton. Il expulse les officiers rwandais. Il se détourne de ses anciens alliés. La rupture est brutale, presque suicidaire. Pendant ce temps, Joseph Kabila est envoyé loin du tumulte, en Chine, à l'Université de la Défense nationale de Pékin. Le choix n'est pas anodin. Dans cette prestigieuse institution militaire, réservée à l'élite des officiers chinois et officiers stratèges des pays alliés, il apprend les doctrines de guerre asymétriques, la géopolitique, le rôle de l'armée dans la consolidation d'un État. On le prépare discrètement, mais méthodiquement à devenir bien plus qu'un simple fils de président. Dans un contexte de détérioration des relations avec le Rwanda, le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre du Congo. Dans les mois suivants, la RDC a été divisée en deux zones, l'une dirigée par Laurent Kabila, avec le soutien des forces armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie, du Tchad et du Soudan, et l'autre par la branche armée ougandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le MLC, Mouvement de Libération du Congo, dirigé par Jean-Pierre Bamba Gombo, et le RCD-KML, Rassemblement Congolais pour la démocratie Kisangani, Mouvement de Libération, a occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998, lorsqu'il a été nommé général-major et chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup, compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée. Il a été l'un des principaux commandants militaires pendant la deuxième guerre du Congo. Kinshasa, 16 janvier 2001. Dans les couloirs du palais des Marbres, l'atmosphère est presque électrique. Le président Laurent Désiré Kabila, l'homme fort de la révolution congolaise, reçoit ses collaborateurs dans son bureau. À 14h45, un crépitement sec retentit. Plusieurs coups de feu. Le président s'effondre. Le tireur, un garde du corps de la garde présidentielle. Une trahison de l'intérieur. Une exécution calculée. L'homme qui avait défié les grandes puissances régionales, expulsé les armées rwandaises, dénoncé les pillages et rêvé d'un Congo souverain et abattu par l'un des siens. Immédiatement, le plus fidèle conseiller de Kabila verrouille l'information. Le corps ensanglanté du président est discrètement évacué. Officiellement, il est transféré au Zimbabwe pour des soins. Officieusement, il est déjà mort. Pour éviter une panique généralisée ou une prise de pouvoir opportuniste, les frontières sont formées, les aéroports mis sous scellés, un couvre-feu décrété. Kinshasa est plongé dans un silence de plomb. Pendant ce temps, dans les salons feutrés du pouvoir, une réunion d'urgence se tient entre ministres, chefs de guerre, conseillers spéciaux et officiers supérieurs. Une question brûlante les divise. Qui prendra la relève? L'armée est nerveuse, les diplomates étrangers observent. Le pays en guerre vacille sur un fil. À la surprise générale, les regards se tournent vers un jeune homme de 29 ans, discret, presque effacé. Joseph Kabila, le fils du défunt président. Il n'est ni ministre, ni gouverneur, ni même orateur public, mais il a des qualités rares en ces heures de chaos. Il est connu et respecté par l'armée, formé en Chine, rodé aux opérations militaires de l'AFDL. Il parle peu mais agit avec rigueur. 2. Il est neutre, ni trop lié au cercle du pouvoir, ni porteur de rancune politique, un compromis silencieux. Mais au moment où les conseillers de son père leur proposent de prendre la présidence, Joseph Kabila hésite. Pire, il refuse catégoriquement. Certains témoins diront plus tard qu'il était terrorisé. Il avait vu de près la violence du pouvoir, les trahisons, les risques. Il savait que succéder à son père assassiné
revenait à enfler un gilet pare-balles permanent. Le fauteuil présidentiel était littéralement encore tiède de sang. Ce refus initial crée une onde de choc qui alors, personne d'autre n'a l'équilibre militaire et politique nécessaire. Le Congo est un pays en guerre, fracturé, surveillé par des puissances voisines hostiles. Il n'y a pas de plan B. Les hauts gradés de l'armée interviennent, non pas pour imposer, mais pour rassurer. Joseph Kabila, par son sang, sa formation et sa loyauté, devient l'unique choix possible. Une transition est discrètement rédigée, négociée, ficelée. 11 jours après l'assassinat de son père, Joseph Kabila prête serment comme président de la République démocratique du Congo. Il devient à 29 ans le plus jeune chef d'État au monde. Aucun discours flamboyant, pas de triomphe, juste un regard fermé, une voix posée, presque timide. Le ton d'un homme qui n'a pas cherché le pouvoir, mais l'a reçu comme un fardeau hérité dans l'urgence. Mais la passation ne résout rien. Le pays est toujours en guerre. Les anciens alliés du père, le Rwanda et l'Ouganda, sont devenus des ennemis farouches. Kinshasa soupçonne tout le monde. Les réseaux d'intérêt sont toujours là, tapis. Chaque pas du jeune président est scruté, testé, provoqué. Joseph Kabila va devoir prouver qu'il n'est pas qu'un héritier des noms, qu'il peut dans un pays fracturé, meurtri, humilié, incarner l'autorité sans sombrer dans la dictature. Qu'il peut dans un pays fracturé, meurtri, humilié, incarner l'autorité sans sombrer dans la dictature. Qu'il peut naviguer entre la pression militaire, les exigences diplomatiques, les menaces internes et les cicatrices laissées par la guerre. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir, s'opposaient au fait qu'il ait été choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ce choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant. Ils pensaient également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette des conseillers de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées des pays voisins qui avaient leurs propres plans pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté et il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement, après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement de celles de son père. Entre autres, il a licencié les anciens conseillers de son père et alliés. Joseph Kabila a également entamé des relations bilatérales avec des alliés clés, tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, entre autres. Son voyage en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son accession au pouvoir, a accru sa légitimité, tant au niveau national qu'à l'étranger. Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, la relance de l'accord de paix de Lusaka, le retour à la vie démocratique et l'ouverture du système politique. Kabila a également eu des entretiens avec des groupes rebelles et le gouvernement des 5 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie qui avaient des troupes au Congo. En décembre 2002, Joseph Kabila était signataire d'un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition à partage partiel. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2022. Les partis ont convenu de combiner leurs efforts afin de parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait à terme des élections libres et démocratiques après une période de transition dont la durée était fixée par l'accord. L'accord a gardé Joseph Kabila comme président par intérim avec 4 vice-présidents et d'autres figures du mouvement rebelle comme Jean-Pierre Bamba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo à fin mars 2003 pour surveiller le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Bien que Joseph Kabila ait fait des progrès vers la paix, ses actions n'ont pas été sans opposition. Par exemple, en 2004, il a été victime d'une tentative de coup d'État. Heureusement pour Joseph Kabila, ses forces loyalistes ont récaragé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son dessein d'unifier le pays. En 2001, Joseph Kabila prenait le pouvoir. L'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, une inflation rapide et une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI et les donateurs occidentaux au Congo.
Les premiers résultats de ces réformes ont au moins été impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements affiliés dans le secteur de la construction, des infrastructures de télécommunications minières. Toutefois, les indicateurs de développement sont restés inférieurs à la moyenne africaine, avec une augmentation de l'espérance de vie et la scolarisation et une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Cependant, le principal défi était de diversifier les économies congolaises, étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière. Malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'être les principaux acteurs ou auteurs de la corruption dans le pays, ainsi que d'abuser du pouvoir pour s'enrichir. Par exemple, une organisation connue sous le nom de Groupe de recherche sur le Congo a publié un rapport en collaboration avec Bloomberg News, a exposé le réseau complexe d'entreprises que le président et ses proches ont construit au Congo. Le rapport a montré que les Kabila étaient impliqués dans tout, de l'agriculture et des mines à l'aviation et à la construction. Ce rapport alléguait également que de nombreuses entreprises liées à Kabila recevaient un traitement spécial. Par exemple, il y avait des mines protégées par les gardes présidentiels. Il y avait une entreprise ayant des liens avec la famille Kabila qui aurait reçu $60 sur les $185 de frais pour chaque nouveau passeport congolais. Les journaux panaméens publiés en avril 2016 ont révélé que la chère jumelle de Kabila, Jeannette, sous différents noms, détenait une part indirecte du plus grand opérateur de téléphonie du pays. Une autre enquête intitulée Braquage du Congo menée par des médias occidentaux et des ONG accusait Joseph Kabila et sa famille d'avoir siphonné au moins $138 millions américains dans les caisses de l'État. Ces détournements de fonds ont eu lieu de 2013 à 2018. Selon les auteurs de cette enquête, l'acteur principal aurait été le frère Francis Selemani de Kabila. Il semblerait que Selemani ait acheté de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis et en Afrique du Sud, en partie grâce à des fonds détournés du gouvernement congolais. Dans le cadre du processus de paix qui a mis fin à la guerre en 2003, le Congo a introduit une nouvelle réforme dans le cadre du système politique. Les différents dirigeants et rebelles ont répartisé leurs milices en partis politiques et ont échangé leurs uniformes contre des costumes. Une nouvelle constitution a été rédigée. De nouveaux puissants soutiens internationaux et nationaux, dont des diplomates américains à Kinshasa, ont permis à Joseph Kabila de contrecarrer ses opposants en quête de la présidence, notamment pendant les élections de 2006. Le principal parti d'opposition d'Étienne Tshisekedi a continué à jouer son rôle d'opposant. Sa réélection en janvier 2011, des suites d'un amendement constitutionnel, a éliminé le deuxième tour dans la course présidentielle, permettant à un candidat de gagner sans nécessairement avoir la majorité des voix. Le climat politique qui a précédé les élections était tendu et ponctué de violence en raison des tensions entre les partis. Plusieurs surveillances internationales et certains ont qualifié les élections de 2011 de mal organisées et ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les observateurs internationaux ont même rapporté que dans certaines circonscriptions, des taux de participation incroyablement élevés ont été constatés et que des centaines de milliers de bulletins de vote avaient disparu. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa a déclaré que les résultats de la commission électorale ne confirmaient ni la vérité ni la justice. En effet, la proclamation de Joseph Kabila comme vainqueur des élections présidentielles a soulevé les questions de sa légitimité et a plongé le Congo dans une grave crise constitutionnelle. Mais les résultats ont été confirmés par la Cour suprême et Joseph Kabila a été investi le 20 décembre 2011. Dans les années qui ont suivi, Joseph Kabila a été la cible de protestations, alors qu'il y avait des soupçons dès 2016 qu'il ne démissionnerait pas à la fin de son mandat en 2016 et qu'il chercherait des moyens de prolonger son mandat. Ces soupçons se sont confirmés, puisqu'avant le vote prévu, il a fait pression en faveur d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite de 2 ans de mandat. Mais cette tentative a échoué et a déclenché des défections au sein de la coalition au pouvoir de Kabila. Ses alliés ont ensuite proposé un long recensement national qui repousserait la date, mais qui a également échoué. Kabila s'est donc tourné vers des moyens plus créatifs. Par exemple, le gouvernement a annoncé que les 11 provinces du Congo seraient divisées en 26, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les politiciens rivaux et de détourner les ressources des élections. Les soupçons contre Kabila se sont renforcés après que la Cour constitutionnelle a statué en mai 2016 que si les élections étaient retardées, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur puisse être élu et installé plus tard.
Les partisans de Joseph Kabila qui recommandent l'intervention de la Cour suprême dans le débat politique. Il suggère à cette Cour de se prononcer sur la possibilité du maintien au pouvoir du président si jamais son gouvernement n'était pas à mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire en novembre prochain. Pour soutenir leur thèse, ils brandissent l'article 70 de la loi qui stipule que le président reste en poste jusqu'à la prochaine élection. Des propositions totalement différentes de celles de l'opposition, intransigeantes sur le respect de la Constitution et de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU qui recommande la tenue des élections dans les délais. Le tribunal a fait une demande de la commission électorale visant à reporter les élections de 2016. L'une des raisons évoquées pour retarder les élections était la logistique. L'oiseau rare sera connu tôt ce mercredi matin. Cette déclaration sous forme de promesse a été faite mardi soir par le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui sortait alors d'une réunion avec Joseph Kabila. Le président congolais, lui, se sera tu jusqu'au bout. Dernière apparition publique médiatisée, ce voyage en Angola en fin de semaine passée. Et là encore, officiellement, il ne se prononce ni sur son avenir personnel, ni sur un éventuel dauphin. Mais la date butoir est là. Ce mercredi, à 16h30, heure locale, les Congolais sauront si leurs dirigeants respectent bien la Constitution et passent la main après 2 mandats. L'opposition, elle, est prête. Félix Tshisekedi, chef de file de l'UDPS, a déposé sa candidature mardi. La veille, c'est le président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui s'est rendu à la commission électorale. Jeudi dernier, 24 heures après son retour d'exil, Jean-Pierre Bemba était le premier poids lourd de l'opposition à faire acte de candidature. L'élection présidentielle a finalement été reportée et programmée pour le 23 décembre 2018. Et après des périodes de spéculation sur les intentions de Joseph Kabila, il a été confirmé qu'il ne se présenterait pas à l'élection et qu'il soutiendrait plutôt la candidature d'Emmanuel Ramazani Sadari. Le mandat du chef de l'État aspire à l'installation d'un nouveau président élu. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous avons un président de la République. Son mandat va expirer lorsqu'on va installer un nouveau président élu. Les députés de la majorité présidentielle viennent de prendre maladroitement et inopportunément une initiative et dont le but est d'obtenir que la Cour cautionne par son arrêt le projet de prorogation du mandat du président Kabila. Lorsque les résultats ont été proclamés, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi décédé en 2017, Martin Fayulu, un autre candidat de l'opposition et d'autres ont accusé Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'avoir conclu un accord pour assurer la victoire électorale du premier en échange de la protection des intérêts de Kabila. En 2018, je confirme effectivement qu'il y a eu un accord. Et je confirme aussi le fait que non, le président de la République a menti. C'est du mensonge. Il aurait mieux fait de me regarder en face et qu'il le dise. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit à Kinshasa? Il y a eu bel et bien un accord. Et c'est cet accord qui a permis plus ou moins l'alternance pacifique avec pour la toute première fois, après 60 ans d'indépendance, une remise et reprise entre 2 chefs d'État, un sortant et l'autre entrant. Je confirme qu'il y a eu bel et bien accord avant la publication des résultats. Martin Fayulu a contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, mais le tribunal a déclaré Tshisekedi vainqueur. Je ne me laisserai pas faire. Je ne céderai pas. J'ai demandé au peuple congolais de ne pas reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle. 2, j'ai demandé à la communauté internationale de ne pas considérer ces résultats comme des résultats normaux. Mais la communauté internationale est aux abonnés absentes. La délégation de l'Union africaine qui devait arriver ce lundi ne viendra pas. Même la France, qui s'est montrée si dure au lendemain de la proclamation des résultats, a pris acte de l'élection de son rival. Alors il mise sur ce qui lui reste, ses partisans, et peaufine le discours qu'il doit prononcer devant eux dans l'après-midi. C'est les intérêts du peuple qui est en jeu ici et non les intérêts partisans. Donc nous devons tout faire pour que la victoire du peuple ne lui soit pas volée.
Joseph Kabila a démissionné le 24 janvier 2019, mettant fin à son mandat. Cet événement constitue la première transition pacifique du pouvoir au Congo depuis son indépendance en 1960. Ceci marque la fin des 18 années de règne de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution.